Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler du théorème spectral et je mets une nouvelle preuve avec un point d'interrogation parce que je ne sais pas si elle est vraiment nouvelle. Mais en tout cas c'est mon collègue Toufik Larsen avec qui on prépare, on s'occupe de préparer l'agrégation interne à Lyon, qui m'a parlé de cette preuve et puis qu'il l'avait vue dans un tweet de Clément de Seguin-Pazzi. Et est-ce que cette preuve est justement de ce Seguin-Pazis, que je connais bien, avec qui on a eu l'occasion de travailler ensemble? Il est très très possible que ce soit de lui. Je ne dis pas que la preuve révolutionne le théorème spectral, je ne dis pas non plus qu'elle est vraiment plus courte que les autres preuves, mais au moins ça a le mérite d'être nouveau sur un théorème que tout le monde connaît. Donc c'est quand même déjà assez spectaculaire en soi d'apporter une nouvelle preuve. En gros, hein, l'histoire, vous connaissez, on a une matrice symétrique réelle, c'est très important qu'elle soit réelle, et on va le voir dans la preuve évidemment, et elle est diagonalisable en base orthonormée. Voilà. Donc ça c'est intéressant, ce qui veut dire qu'une matrice symétrique réelle va pouvoir s'écrire, si on l'appelle S, elle va pouvoir s'écrire P fois D fois P-1, avec D diagonale, réelle évidemment, et P transposé P égale identité. Voilà. Alors, il est intéressant, hein, quand on regarde les choses matriciellement, il est intéressant plutôt de le voir comme quelque chose qui vit dans un espace vectoriel, quelque chose qui est plus géométrique. Hein, une matrice, c'est plutôt un objet de calcul, alors qu'un endomorphisme est un objet qui est plus à même à recevoir des problèmes plus ouverts, n'a pas besoin d'être dans une certaine base fixée, hein, et donc peut recevoir tous les problèmes de la physique et de la géométrie. Mais en gros, le théorème qui donne ceci, sa version, on va dire, géométrique, quand je dis géométrie, c'est de la géométrie linéaire, évidemment, soit E un espace vectoriel euclidien, et phi auto-adjoint, d'accord, à partir du moment où il est euclidien, pour tout endomorphisme de E, on a un endomorphisme adjoint, phi étoile, et auto-adjoint, ça veut dire que phi étoile égale phi. Voilà. Alors, il existe lambda réel et U différent de 0, tel que phi de U égale lambda U. C'est sur ce théorème qu'il y a une nouvelle preuve. Alors d'abord, comment on passe de ce théorème à l'histoire de cette matrice symétrique réelle? Alors c'est simple. D'abord, si phi est auto-adjoint, alors dans une base orthonormée, la matrice de phi sera symétrique réelle. Ça, c'est assez clair et c'est bien connu. Ensuite, à partir du moment où on a trouvé U non nul tel que phi de U égale lambda U avec lambda réel, eh bien ça veut dire, et U dans E évidemment, hein, je ne l'ai pas précisé mais c'est évident, alors on va pouvoir faire une récurrence pour obtenir une base orthonormée qui va faire que phi va être diagonalisable en base orthonormée. Et cette récurrence, elle est basée sur le fait que, bon, alors d'abord, à partir du moment où on a un tel lambda réel, on va avoir un sous-espace propre, donc en particulier non nul, hein, E lambda, pour la valeur propre lambda, et ce qui va se passer, c'est que l'orthogonale, parce qu'on est dans un espace euclidien de E lambda, va être encore stable par phi. Donc à partir de ce moment-là, c'est très facile de voir que phi va être diagonalisable en base orthonormée par récurrence. Hein, la récurrence va fonctionner grâce à cette stabilité et le fait que lambda est non nul. Voilà, voilà. Alors pourquoi c'est stable par phi? Parce que si on prend x dans l'orthogonale de E lambda et y dans E lambda, il faut montrer que phi de x appartient encore à l'orthogonale de E lambda, et là on a phi de x y, d'accord, donc ça c'est la forme euclidienne sur E. Par définition de l'adjoint, c'est x phi étoile de y,
Voilà. C'est égal à x phi de y. Bah, pourquoi? Bah, évidemment, puisque phi est auto-adjoint. Et phi de y, c'est lambda y. Donc je peux sortir lambda par bilinéarité de la forme. Et ça fait lambda xy. Et maintenant, xy, ben, on a un élément de e lambda orthogonal fois un élément de lambda, ça fait 0. Donc on voit bien, d'après ça, comme c'est vrai pour tout y, que phi de x est bien dans l'orthogonale de e lambda. Voilà. Voilà, donc c'était juste pour expliquer comment on passait de là à, bon, à là, en gros. Hein. Et donc maintenant on va pouvoir se concentrer sur ce théorème. Pour démontrer ce théorème, il y avait, bon, je connaissais, la plupart des gens qui enseignent l'algèbre linéaire connaissent un certain nombre de preuves. Il y a une preuve qui, la preuve principale consiste à regarder le max de la fonction qui à x donne phi de x, x, hein, le produit scalaire phi de x, x, on regarde le max sur la sphère. Donc on a une fonction continue, on est en dimension finie, donc la sphère est compacte, sur R, hein, évidemment. Bon, on a un max, et le vecteur hein, de la sphère sur lequel le max est atteint, c'est assez facile de voir pour un certain nombre de raisons. Alors généralement, deux raisons parallèles. Une raison qui est de calculer une certaine différentielle, et une autre raison qui est d'utiliser Cauchy-Schwarz. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs trouver ceci dans mon carnet de voyage en algèbre. Bien. Alors maintenant, une autre méthode consiste aussi, pour montrer ce théorème, à dire, bon, bah, on va regarder, on va identifier E à Rn, d'accord, par une base, voilà, et Rn, on va le plonger dans Cn. Voilà. Et Cn, on va mettre une forme. Alors, peut-être on pourrait partir d'une base orthonormée ici de E pour l'identifier à Rn. Et on va plonger Rn dans Cn. Et on va prolonger phi en quelque chose d'auto-adjoint, mais de Cn cette fois-ci. Et là, alors c'est quand même des constructions. Et là, pourquoi ça nous sert d'être dans C? Ben, c'est parce que dans C, on est sûr d'avoir une valeur propre. Voilà, parce que C est algébriquement clos, et cette valeur propre, le fait que phi reste auto-adjoint, on montre qu'elle est réelle. Voilà, c'était à peu près toutes les preuves classiques que je connaissais. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi. Et en tout cas, voici le lemme. Alors, qui va permettre de prouver, avec une nouvelle méthode, ce théorème. Alors, soit f euclidien et psi dans L de f, d'accord? On suppose que psi est auto-adjoint. On va prendre q, le polynôme x moins alpha carré plus bêta de R de x. Donc alpha est dans R. Et bêta, on veut qu'il soit strictement positif. Alors, q de psi reste auto-adjoint, d'accord, comme psi, et est défini positif. Voilà. Alors, donc on va prouver d'abord ce lemme. Je dis que q de psi, c'est psi moins alpha identité carrée plus bêta identité. Ça, c'est la définition d'un polynôme d'endomorphisme. Et comme psi est auto-adjoint, bah ça va s'écrire psi moins alpha identité, rond, psi moins alpha identité, étoile, plus bêta identité. Bah, c'est parce que quand l'étoile est linéaire, et donc psi étoile, c'est égal à psi. Et id étoile aussi est égal à id. Donc, bon, pas de problème ici. Et sous cette forme, on voit bien que c'est auto-adjoint. Hein, c'est totalement auto-adjoint. Hein, quand on va faire étoile à ça, on va retomber sur la même chose. Et maintenant, on va montrer que c'est surtout défini positif. De toute façon, Q de psi, le tout étoile, c'est égal à Q de psi étoile. Hein, donc le fait que psi étoile soit égal à psi va faire que ça, c'est auto-adjoint. Mais maintenant, on va montrer que c'est défini positif. C'est-à-dire qu'on va démontrer que si U est différent de 0,
Q de psi de U, en produit scalaire, est strictement positif. C'est ça, un endomorphisme défini positif. Eh bien, regardez, c'est très simple, hein. Vous regardez ça, vous développez ça par linéarité. Alors, vous allez avoir la partie bêta id de UU, donc c'est égal à bêta UU, et l'autre partie, cette partie appliquée en U et multipliée scalairement par U, eh bien, par la définition de l'adjoint, ça fait psi moins alphaïde de U, psi moins alphaïde de U. D'accord? En passant cette partie adjointe de l'autre côté, ici, comme on a fait de là vers là. Et en utilisant que l'adjoint de l'adjoint, ben, on retombe sur l'endomorphisme de départ. Bon, voilà. Et bien regardez ça, hein, UU est strictement positif, parce que U est non nul, hein, et qu'on est dans un espace euclidien. Bêta, il est strictement positif, donc ça c'est strictement positif. Et ça, ben, c'est positif ou nul, hein, parce que c'est une norme au carré, hein, une norme quadratique, hein, au carré. Donc, moralité, ça c'est bien strictement positif, donc on a bien un endomorphisme auto-adjoint défini positif. Voilà. Alors après avoir prouvé ce lemme, on a la preuve du théorème. On suppose que mu phi est le polynôme minimal de phi. Donc je reprends hein, les hypothèses du théorème. Hein, donc on a phi auto-adjoint dans L de E. Et je vais regarder mu phi, le polynôme minimal. Je veux montrer qu'il a au moins une valeur propre réelle. Supposons que toutes ces valeurs propres soient non réelles. Donc quand on décompose mu phi, eh bien, on va avoir des diviseurs de mu phi. Bon, mu phi, a priori, il est non constant, hein, parce qu'on est en dimension... on va supposer qu'on n'est pas en dimension nulle. Hein. Donc, si par l'absurde, il n'y avait pas de valeur propre réelle, eh bien, tous les diviseurs de mu phi seraient de la forme, ce Q-là, c'est-à-dire pourrait se mettre sous la forme x moins alpha carré plus bêta, hein, c'est la forme canonique du trinôme qui ne se décompose pas. D'accord? Voilà. Hein, et on sait qu'un polynôme réel se décompose de façon unique, par factorialité, en polynômes irréductibles, et ces polynômes irréductibles réels sont de la forme soit x moins lambda, d'accord, ce qui ne va pas être le cas par l'absurde si phi n'avait pas de valeur propre, soit alors de cette forme-là, d'accord, avec bêta strictement positif. Bien. Donc maintenant, mu phi serait égal à q fois un certain p, d'accord, P pouvant éventuellement être constant, lui c'est pas un problème, et donc maintenant Q phi restreint ou induit sur im de P de phi, donc on regarde le polynôme d'endomorphisme Q de phi sur im de P de phi, bah, évidemment comme mu phi annule phi, bah, ça fait 0, d'accord? Ben, comme ça fait 0, ça veut dire que, et que Q de phi, alors maintenant, regardons, hein, vous voyez bien que Q de phi induit sur im de P de phi, c'est Q de phi induit sur im de P de phi. Alors maintenant, je vais pouvoir utiliser le lemme avec F égale im de P de phi, psi égale phi induit sur im de P de phi, et Q, c'est Q. Voilà. Donc on a égal 0. Ah oui, on a égal 0 alors qu'il était censé être défini positif. Ça veut dire que forcément, il n'y a pas d'élément non nul dans F, tout simplement. Ça veut dire que dans F est nul, F est le sous-espace nul. Donc ça veut dire que im de P de phi est nul, donc ça veut dire que P de phi, c'est l'endomorphisme nul. Ah oui, mais si c'est l'endomorphisme nul, ça veut dire que P annule phi, donc c'est le contraire à la minimalité de mu phi. Voilà. C'est la preuve du théorème. Est-elle nouvelle? Je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne la connaissais pas. Et on peut dire merci à Clément de ce Galpasis de nous l'avoir communiqué. Et bravo!